Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca en collaboration avec Antirouille Métropolitain. Cette semaine au guide de l'auto, Mathieu et Gabriel analysent la Mercedes-Benz EQS. On compare les versions Wilderness des Subaru Outback et Forester, mais tout d'abord, un Montréal-Québec au volant de l'Imperium SEV. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de mettre à l'essai un véhicule qui n'est pas commercialisé chez nous et qui ne le sera pas dans les prochains mois. J'ai avec moi le Imperium SEV. C'est un véhicule d'origine chinoise qui sera vendu chez nous dès l'automne. Et je fais donc aujourd'hui le test ultime de partir de chez moi, rive nord de Montréal, pour me rendre à Québec, histoire de voir si l'autonomie affichée, qui est actuellement à 411 km, est véridique ou si on est un peu trop optimiste. Je pars de la maison, 411 km d'autonomie affichée en ce moment, 751 km au compteur. On va donc voir si notre véhicule ici est capable de donner le rendement qu'il affiche. Il faut savoir qu'actuellement, il fait 4 degrés à l'extérieur. Ça risque de se réchauffer au cours de la matinée. Alors voilà, 311 km d'autonomie affichée au compteur. On a perdu 100 km d'autonomie jusqu'à maintenant. Et on n'a que 797 km à l'odomètre. Ce qui veut dire qu'on n'a pas fait 50 km encore, mais qu'on a perdu 100 km d'autonomie. Alors, c'est un petit peu alarmant et ça m'inquiète particulièrement au niveau du trajet qu'on a à faire. Est-ce que je serai capable de me rendre à Québec avec une seule charge alors qu'on affichait 411 km au départ et qu'on en a à peu près 260 à faire à suivre? Maintenant, quelle est l'origine du véhicule qu'on a ici, le Imperium SEV? Bon, évidemment, Imperium, ce n'est pas un constructeur automobile, c'est un importateur, c'est une entreprise qui a été formée ici en Amérique du Nord avec une division canadienne qui importe des véhicules de Chine, lesquels sont fabriqués par différents fabricants du côté de la Chine. Donc, le véhicule qu'on a ici, qu'on baptise Imperium SEV, il est vendu depuis plusieurs années en Chine sous le nom de Skywell ET5. Donc, c'est un véhicule qui roule déjà sa bosse depuis quelques années et qu'on choisit d'importer ici. Le plus gros irritant au niveau de la conduite de ce véhicule-ci, c'est le système de maintien de voie, un système électronique qui est un irritant majeur et on n'a pas le choix de le conserver en fonction lorsque le régulateur de vitesse est activé. C'est tellement agaçant comme système que je choisis tout simplement de désactiver le régulateur de vitesse. Il faut aussi mentionner que la direction, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. D'ailleurs, vous le voyez, c'est plutôt large et le véhicule ne bouge pas d'un poil. Bon, côté puissance, maintenant, on annonce 204 chevaux. C'est une puissance qui est correcte. Ça me donne pas l'impression d'un véhicule qui est aussi rapide, par exemple, qu'une Chevrolet Bolt en accélération. Mais évidemment, on est dans un véhicule plus gros, plus massif. Un véhicule à roues motrices avant, il faut le mentionner, donc on n'est pas doté de 4 roues motrices. Et ce véhicule-ci ne l'offrira pas dans le futur non plus. Alors, c'est à Trois-Rivières que la batterie affiche 50 % d'énergie tapant avec 154 km d'autonomie au compteur. Roulement de tambour, est-ce que je vais me rendre à Québec? J'ai aucune idée, mais chose certaine, pour mettre les chances de mon côté, j'éteins le système de ventilation et je vais rouler à 95 km/h pour la balance de mon trajet autour de... On va mettre les chances de notre bord. Le véhicule dans lequel je me trouve, c'est la version la plus luxueuse qu'on va commercialiser. Il y en aura 3 au total. Un modèle de base, un modèle premium avec cette plus grosse batterie de 72 kWh et un modèle limited comme celui dans lequel je me trouve où on ajoute plusieurs éléments de luxe et de sécurité. Le confort est très honnête. L'insonorisation, ça va. À bord du véhicule, on a ce siège ici qui peut s'incliner avec un repose-pied, ce qui permet à la personne qui se recharge de pouvoir faire une petite sieste le temps qu'on se recharge. Bref, on a plus de caractéristiques de luxe, les sièges chauffants, bien sûr. Cet écran de 12,3 pouces qu'on retrouve au centre de la plage de bord, alors que dans le cas d'une version d'entrée de gamme, on aurait un écran de 8 pouces. Mais je dois vous dire que dans le cas qui nous concerne, plusieurs éléments esthétiques qui sont directement copiés de chez Mercedes
Mercedes-Benz. Je pense aux grilles de haut-parleurs. Je pense à la roulette pour le levier de vitesse, les boutons qu'on retrouve sur la console centrale. Les prix maintenant pour l'Imperium SEV, parce que c'est ce qui nous intéresse. Transport, préparation inclus, 40 065 $ pour la version de base qui, je le rappelle, a une batterie plus petite de 55 kWh, affichant 410 km selon les normes européennes, donc 300 km d'autonomie chez nous, c'est ce qu'on annoncerait. Ensuite, on passe à la version Premium qui coûte 7 000 $ de plus, donc 47 065 $. Et ensuite, à la version Limited qu'on a ici pour 4 000 $ de plus à 51 065 $. Maintenant, en appliquant les crédits gouvernementaux, 10 437 $ sur ces factures-là, et ça ramène la facture avant taxe à un peu plus de 29 600 $ pour le modèle de base, 36 600 $ pour le modèle premium et 40 600 $ pour le véhicule que je conduis ici. Je le rappelle, vous ajoutez les taxes et c'est tout. Alors, ça fait un prix qui est quand même très alléchant. Petit bilan maintenant, il nous reste 80 km pour se rendre à destination, 125 km d'affichés comme autonomie restante au compteur. Donc, ça devient un peu plus optimiste comme bilan, mais c'est surtout sur l'énergie restante de la batterie qu'on peut lire à la planche de bord qu'il faut se fier, puisque j'ai l'impression que l'ordinateur calcule de façon un peu bizarre l'autonomie du véhicule réel. Il faut davantage se fier sur ce que la batterie ou l'énergie de la batterie affichée va vous offrir. Ça, c'est un peu plus réaliste à mon avis. Me voilà donc rendu à destination à l'aéroport de Québec, 270 km plus tard, avec seulement 13 % de charge de batterie. Comme je vous le disais, j'ai eu des sueurs froides. Je ne croyais pas pouvoir me rendre ici au début parce que je voyais l'autonomie baisser drastiquement. Mais il ne faut pas trop se fier à ce qu'on affiche sur l'écran. Fiez-vous à la charge de la batterie. C'est ça qui est maître à bord de ce véhicule-là. Bon, évidemment, attendez-vous pas au véhicule de l'année. C'est un véhicule de second rang, système audio décevant, système de maintien de voix qu'il faut absolument désactiver, ou du moins, il faudra corriger. Comportement routier qui est correct, puissance qui est correcte, mais c'est rien pour se jeter à terre. Par contre, bien évidemment, c'est le prix qui est attrayant, son format, sa polyvalence. Ça se conduit quand même assez bien et c'est confortable. Et la question, est-ce que ce véhicule-là sera fiable? Est-ce que ce véhicule-là sera durable et sera capable de passer à travers nos hivers québécois? Bien, ça, évidemment, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais on va commencer par attendre que les premières unités conçues pour le marché nord-américain débarquent chez nous pour pouvoir essayer une vraie version de production. Ça, j'ai hâte. Bon, là, à cette heure, il faut que je trouve une borne de recharge, ça urge, parce qu'on s'en ira pas bien loin. Pourquoi un avenant valeur à neuf? En cas de vol ou de perte totale, votre assurance tient compte de la dépréciation de votre véhicule pour le dédommagement. Il pourrait donc être inférieur à la dette liée au véhicule. Avec l'avenant valeur à neuf, votre indemnité correspondra au coût d'un véhicule neuf avec les mêmes caractéristiques. La EQS, c'est la nouvelle voiture de luxe électrique de Mercedes-Benz. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle EQS? E et Q pour en anglais Electric Quotient. Donc, c'est ce qui désigne le fait qu'il s'agit d'une voiture électrique. Et le S, c'est pour désigner la filiation avec la classe S de Mercedes-Benz, qui a toujours été le véhicule, la berline de plus grande taille, de très grand luxe, par laquelle toutes les innovations technologiques du constructeur sont passées, ont été déployées. Donc, lorsqu'il est venu le temps de créer une voiture électrique, chez Mercedes-Benz, on s'est dit il faut que ce soit l'équivalent d'une classe S à motorisation électrique. Et voici donc la EQS. Si on regarde la partie avant, on s'aperçoit très rapidement que c'est une voiture qui est extrêmement aérodynamique. Toutes les ouvertures que l'on voit d'habitude pour le refroidissement d'un radiateur sur une voiture conventionnelle, évidemment, ici, sont solides. Et donc, ça en fait une voiture qui est extrêmement aérodynamique. Un coefficient aérodynamique de 0,20. C'est une des voitures les plus aérodynamiques au monde. Et de ce côté-là, on remarque aussi la ligne de toit qui est très arquée vers l'arrière. Et on remarque que c'est pas une berline conventionnelle avec coffre, c'est plutôt une voiture à haillons.
Alors, au volant de la EQS, évidemment, on découvre une voiture de très grand luxe qui est extrêmement silencieuse. Elle est animée par 2 moteurs électriques et donc on a une puissance combinée de 516 chevaux, un couple absolument incroyable de 631 livres-pieds, ce qui permet à cette voiture d'accélérer jusqu'à 100 km/h en 4,3 secondes. C'est vraiment remarquable quand on tient compte du fait qu'elle pèse 2500 kg, donc 2 tonnes et demie métriques. C'est pas compliqué, c'est une voiture de grande taille. L'empattement fait plus de 3 mètres et c'est pourquoi elle est équipée de roues arrière directrices. C'est-à-dire que lorsqu'on roule à basse vitesse, les roues arrière se tournent en contrephase, donc dans le sens opposé des roues avant, de façon à rendre la voiture plus maniable en circulation urbaine, par exemple, ou lors de manœuvres de stationnement. Et ça fait en sorte que, même si c'est une voiture de grande taille, elle est aussi agile ou maniable qu'une voiture de taille compacte. Alors, la Mercedes-Benz EQS, c'est évidemment une voiture de très grand luxe avec un habitacle magnifique. On remarque les cuirs avec les surpiqûres ou les boiseries à port ouvert. C'est véritablement un environnement très chaleureux aussi. Une dotation d'équipement qui est très complète. Une chaîne audio de très haute qualité, Burmester. Bref, pour ce qui est de la dotation d'équipement, c'est très complet. Le prix de départ d'une Mercedes-Benz EQS au Canada, c'est 146 500 $ et le prix de la voiture au volant de laquelle on se retrouve en ce moment est supérieur à 162 000 $. Alors, cette EQS est la première des voitures électriques de Mercedes-Benz, mais ce ne sera pas la seule, puisqu'elle va être suivie de toute une autre série de modèles élaborés sur cette même architecture. Par exemple, il va y avoir une version VUS de la EQS, donc on parle ici d'un véhicule utilitaire sport qui va être capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers, 3 rangées de sièges en option et qui est élaboré sur la même architecture que la voiture que l'on conduit à l'heure actuelle. Donc, les mêmes moteurs, la même batterie, sauf évidemment avec un gabarit de VUS. Par ailleurs, Mercedes-Benz a aussi développé récemment une voiture concept appelée EQXX, avec laquelle ils ont réussi à parcourir une distance de plus de 1000 km sur une seule charge dans des conditions d'utilisation réelles en roulant de l'Allemagne jusqu'au sud de la France. Ils ont roulé à une vitesse moyenne de 87 km/h avec cette voiture en faisant des pointes à 140 km/h et ils ont obtenu une consommation de 8,7 kWh pour 100 km, ce qui est vraiment exceptionnel. Et ce n'est pas tout. Au dernier salon de l'auto de Munich, Mercedes-Benz a profité de l'occasion pour dévoiler toute une série de concepts de véhicules à motorisation électrique, que ce soit du côté de la division AMG, la division de performance, ou encore même de la division Smart. Preuve que l'électrification pour Mercedes-Benz va passer par toute la gamme de modèles. Saviez-vous que dans votre voiture électrique, il y a plusieurs systèmes haut voltage qui peuvent être mortels? Le technicien devra suivre des protocoles d'intervention lors de diagnostics ou réparations. Bien sûr, avec des vêtements de protection et l'équipement sécuritaire approprié. Bonjour Mathieu. Salut Gabriel. Bienvenue à bord Et de voilà. la Mercedes-Benz EQS avec son magnifique Hyperscreen, donc qui est en fait composé de 3 écrans, mais derrière une seule surface vitrée incurvée. Et c'est ça la subtilité, voilà. hein? C'est pas un seul grand écran. C'est 3 écrans. On dit 56 pouces d'écran, mais c'est sur 3 écrans séparés. Mais t'as remarqué qu'il est même incurvé, oui, hein? tout à fait, Ce qui est quand même pas rien. On a décidé de jouer l'écran, vraiment le tout pour le tout avec Mercedes, parce qu'on a presque éliminé tous les boutons physiques, mis à part sur le volant ici dans la console centrale. Et il y a un retour haptique. Exact. Comment tu trouves ça, toi, autant d'écran? Moi, écoute, je dois te dire qu'au début, c'est un peu déconcertant, mais on s'y habitue assez rapidement. Et comme tu l'as mentionné, le feedback haptique, là, ça, c'est vraiment génial. Mais effectivement, c'est par cet écran que toutes les fonctionnalités de la voiture sont contrôlées, finalement. Et on nous en met plein la vue aussi avec les animations, avec le 3D.
Sauf qu'il y a un prix à payer pour autant de visuels, autant d'animation. C'est pas nécessairement un exemple de grande rapidité lorsqu'on touche à l'écran. Des fois, on pourrait jouer plus simplement pour gagner en rapidité. Mais je trouve qu'il y a vraiment un travail d'interfaçage qui est très intéressant et on n'essaie pas de surcharger non plus, là. Mais tu as aussi un écran pour le passager qui te permet de contrôler toi-même des fonctionnalités de la voiture. Évidemment, tu ne peux pas intervenir sur les modes de conduite, parce que c'est moi qui est au volant, mais tu peux intervenir sur à peu près tout le reste. Mais si tu dis que j'ai mon écran, j'ai aussi mon assistant. Parce que ici, l'assistant, c'est Mercedes, un peu comme Siri ou encore comme Google. Et même si Mercedes n'est pas, à mon sens, le meilleur assistant, il est quand même bien intégré dans le véhicule. Tellement que si je lui dis « Hey Mercedes », je vous écoute. J'ai mal au dos. OK. J'active le massage pour vous. Corrige-moi si je me trompe, mais t'es pas en train de te faire masser le dos, là. Non, pas de mon côté. Je me fais masser le dos parce que le véhicule a reconnu que la commande venait du passager avant. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que si tu veux ajuster tes miroirs, parce qu'il y a à peu près 350 capteurs de toutes sortes dans le véhicule, il y en a aussi un qui détecte ton regard, ce qui veut dire que quand tu ajustes ton miroir, tu n'as pas besoin de préciser quel miroir tu veux ajuster. Lorsque tu vas bouger le curseur, il va ajuster le miroir que tu regardes. Il y a une assistance que j'aime bien, c'est l'utilisation de la réalité augmentée dans le tableau de bord, mais aussi dans l'affichage tête-haute. Et tu en as fait l'expérience? Oui, tout à fait. Comme par exemple, si on va ici dans le menu EQ pour trouver une borne de recharge. Tiens, ça c'est une voiture électrique. On fait une recherche, on sélectionne par exemple cette borne. Et tout de suite, ce que l'on voit ici, qui va apparaître sur l'écran, alors on voit évidemment l'image de la caméra. Oui. Et on voit ces petits icônes ici là, qui nous indiquent littéralement le chemin à suivre. Donc, lorsqu'on roule, si par exemple c'est une voiture rouge qui est devant nous, c'est une voiture rouge qu'on voit sur l'écran parce que ce sont les images qui sont captées par la caméra qui est à l'avant de la voiture. Et les flèches qui sont là, on va les voir grossir. Exactement. Plus on va se rapprocher. Donc, elles ont une position numérique qui est définie. Donc, c'est ça la réalité augmentée, c'est qu'on est capable de superposer des éléments qui ont l'air de faire partie de notre vrai décor. Et c'est plus que juste des images animées comme certains types d'affichage. Donc ça, pour de la conduite de nuit où le nom des rues est difficile à lire, si on cherche un commerce en particulier, je trouve que c'est une technologie très bien utilisée au service de l'utilisateur. Et évidemment, quand on arrivera à la borne de recharge, il faudra bien sûr patienter le temps qu'on arrive à remplir la voiture. Et pendant ce temps-là, mon cher Gabriel, on pourra jouer à un classique du monde du jeu vidéo, c'est-à-dire Tetris. Et je pourrais aussi jouer de mon côté à mon Tetris. Mais ça, évidemment, les constructeurs de plus en plus intègrent du divertissement pour le temps de recharge, pour les temps de pause. Alors, bon Tetris, mon cher. Merci. Avant de vous procurer un véhicule d'occasion, il est primordial de consulter le rapport Carfax pour connaître l'historique du véhicule. Sur autogo.ca, vous pouvez consulter le rapport directement sur la fiche détaillée du véhicule ou en faire la demande via le widget Carfax. On répond aujourd'hui à la question de Martin qui a lu sur le site du Guide de l'auto l'essai du Subaru Forester Wilderness 2022, un véhicule avec lequel il est en amour, mais qu'il considère un peu trop cher par rapport à l'Outback Wilderness qui ne coûte que 3 000 $ de plus. Et c'est une excellente question, Martin, parce que moi aussi, en comparant ces deux produits-là, je m'explique difficilement le faible écart de prix qu'il y a entre les deux modèles. Donc, il faut d'abord expliquer que le Forester coûte 41 300 $, transport, préparation inclus. Un véhicule qui a des capacités hors route très intéressantes, encore supérieures avec la version Wilderness parce que rehaussé, doté de pneus plus agressifs également. On a modifié certains éléments mécaniques pour le rendre plus efficace en conduite hors route. Le véhicule a 3000 livres de capacité de remorquage également, donc supérieur aux autres versions du Forester. Mais on conserve le moteur 2,5 litres de 182 chevaux, donc c'est pas un véhicule
véhicule particulièrement puissant. La moyenne de consommation combinée annoncée est à 9 litres au 100. Si vous passez à l'Outback maintenant, pas besoin de vous dire que c'est un véhicule plus confortable, l'empattement est plus long, la soute à bagages contient 100 litres de plus au niveau du volume cargo, plus d'espace aux jambes à l'arrière. Vous avez ce tableau de bord avec cet écran de 12,6 pouces qui est nettement plus moderne, plus d'équipements de luxe à bord et surtout un moteur de 2,4 litres turbo compressé qui fait 260 chevaux et qui change complètement l'expérience de conduite. Le véhicule est plus confortable, plus agréable, plus raffiné, plus puissant également. Il faut aussi ajouter qu'on a une capacité de remorquage de 3500 livres. Alors, le 3 000 $ de plus qu'il faut débourser pour accéder à l'Outback Wilderness qui coûte 44 300 $, bien, ça vaut chaque dollar et de toute façon, vous allez les récupérer à la revente. Alors oui, c'est une bonne question que vous posez. Passez à l'Outback, c'est du moins ce que moi, je ferais. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, l'essai du Genesis GV70, le rétro nouveau avec Mathieu Roy, et on analyse pour vous le nouveau Ford F-150 Lightning 2022.